Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle réunion thématique du CRGE, donc la première du coup pour l'année 2019. Donc cette réunion thématique va porter sur le CSE, comment réussir les étapes clés donc des élections de son premier CSE. Et on a l'honneur d'accueillir donc Lorraine Deschet du cabinet Ellipse Avocat, qui est un de nos partenaires privilégiés, pour animer cette réunion thématique. Voilà, j'espère que vous m'entendez tous bien. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions sur la zone de chat au fur et à mesure de la formation, de la réunion thématique, excusez-moi, en sachant que, comme d'habitude, donc on a un plan d'intervention et à chaque point, eh bien, on fera à la fin de chaque point, excusez-moi, on fera bien sûr un petit check-up sur vos questions. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à intervenir, voilà, comme d'habitude, sur la zone de chat. Lorraine. Bonjour à tous. Voilà. Ravie d'être là aujourd'hui, même si c'est un peu déstabilisant parce que là on s'adresse à un écran, donc c'est vrai que ce que je dis à Céline, bon, donc normalement tout va bien se passer. Donc en tout cas, voilà, n'hésitez pas effectivement à poser vos questions. L'idée c'est de reprendre un peu les grandes étapes du process des élections professionnelles qui est donc une étape assez importante aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Il y a des choses que j'aborderai peut-être pas, donc n'hésitez pas. Alors, c'est parti. Du coup, pardon. Donc, je vais rapidement introduire la thématique et ensuite passer le relais à Lorraine. Donc, comme vous le savez, le CSE va remplacer les anciennes instances DP, CHSCT et DUP, si c'était le cas au sein de vos groupements d'employeurs. Et l'objectif, c'est que vous devez passer au comité social et économique d'ici le 31 décembre 2019. Donc, d'où l'intérêt de cette réunion thématique, puisque là, on est vraiment sur une année charnière. Au niveau de la mise en place du CSE, on reste sur le même seuil d'effectifs qu'auparavant, c'est-à-dire que vous devez mettre en place un comité social et économique à partir du moment où vous atteignez l'effectif de 11 salariés. Ce qui a changé, c'est qu'avant, on devait avoir un effectif de 11 sur 12 mois sur 3 ans. Et là, donc, cette condition des 3 ans n'existe plus. À partir du moment où sur 12 mois consécutifs, vous atteignez l'ETP de 11, eh bien, vous devez mettre en œuvre, vous devez mettre en place votre comité social et économique au sein de votre groupement d'employeurs, comme toute autre entreprise. Alors, juste une précision, si tu le permets, oui, Céline. vas-y, avec plaisir. Quand on entend donc dépassement du seuil de 11 salariés, c'est 12 mois consécutifs. Cela signifie que si en janvier-février, vous avez 14 salariés, mais qu'en mars, vous avez 9 salariés, donc en deçà du seuil de 11 salariés, le compteur donc repart à zéro. Donc on repart à partir du mois d'avril sur le décompte sur le seuil des 11 salariés. Voilà. Merci pour cette précision, Lorraine. Et en sachant que pour vos salariés, bien sûr, qui sont mis à disposition, ils doivent être comptés aussi dans cet effectif. Comme vous le savez, à l'article 1253-8-1 du Code du travail, on a une précision sur les effectifs au sein des groupements d'employeurs. Et donc, pour l'application du Code du travail, normalement, on ne prend pas en compte les salariés mis à disposition, sauf pour la partie 2 du Code du travail qui porte sur la représentation du personnel. Donc, on est bien d'accord que, s'agissant de cette thématique, bien évidemment que vous devez prendre en compte vos salariés permanents, mais également vos salariés qui sont mis à disposition. En sachant aussi, pour précision, que dans l'attente de la mise en place de votre CSE, eh bien, les autres instances fonctionnent comme d'habitude. Hein, il n'y a pas de changement à partir du moment où on est encore sur les anciennes instances. Elles continuent de fonctionner, voilà, comme auparavant. Et donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc justement, à partir du moment où soit on a dépassé l'effectif, ou soit les mandats se terminent, ou voilà, on passe au CSE, on va voir donc, grâce à l'intervention de Lorraine, comment réussir ces élections, comment les mettre en œuvre et surtout bien garder en tête qu'il y a des points de vigilance pour que tout se passe bien au sein de vos groupements d'employeurs.
Alors, c'est parti. Donc, clairement, si aujourd'hui vous avez des représentants du personnel donc, au sein de votre structure, donc, il faut attendre la fin des mandats. Imaginons qu'ils terminent en mai. Et bien évidemment, dans le mois qui suit, voilà, vous allez mettre en place le CSE. Si jamais les mandats devaient se terminer en juin 2020, il faut anticiper. Parce que la règle, c'est désormais, donc au 1er janvier 2020, l'ensemble des structures dont le seuil de 11 salariés est dépassé, donc doivent mettre en place donc le CSE. Donc la deadline, c'est vraiment le 1er janvier 2020, donc il faut anticiper donc, pour la mise en place du CSE. Alors, le déclenchement des élections, c'est le premier point. Donc, effectivement, soit vous allez mettre en place, vous n'avez jamais eu auparavant de représentants du personnel, et à partir du moment où le seuil d'effectif, donc les fameux 11 salariés, est dépassé, vous allez devoir mettre en place cette nouvelle institution, donc le comité social et économique. Ou soit effectivement on est dans le cadre d'un renouvellement, parce qu'effectivement les mandats des représentants du personnel devront être renouvelés. Et je vous l'ai mis aussi, c'est si vous mettez en place un CSE, mais que par la suite, soit un collège électoral n'est plus représenté, ou si votre nombre de titulaires est réduit de moitié, là vous allez devoir procéder à des élections partielles. Voilà, donc ça il faut le savoir, sachant que les élections partielles, vous n'avez pas besoin de les mettre en place. Si jamais le collège électoral qui n'est plus représenté ou si le nombre de titulaires est réduit de moitié, ça se situe moins de 6 mois avant la fin des mandats. Voilà, auquel cas on attendra que le CSE se mette en place. Plusieurs étapes. Bien évidemment, c'est à l'employeur de prendre l'initiative d'organiser ces élections professionnelles. D'où l'intérêt donc d'anticiper et qu'un syndicat ou autre ne vienne pas finalement nous donner l'idée. Il faut donc être à l'initiative de ces élections. Première étape, quelque part à partir du moment où vous avez atteint le seuil d'effectif des 11 salariés, c'est donc d'informer votre personnel de l'organisation des élections. En parallèle, de manière concomitante, en principe, ce que l'on doit faire, c'est d'informer, mais surtout d'inviter les syndicats à négocier le protocole préélectoral et donc à les inviter par la suite à établir des listes de candidats. Parce que les syndicats ont un monopole, c'est-à-dire que c'est à eux au premier tour de présenter des candidats. C'est que dans le cadre du second tour, on va le voir plus tard, qu'il peut y avoir des candidatures libres. Mais au premier tour, ce ne sont que les syndicats qui présentent des candidats. Donc, on informe et on invite les syndicats, on leur envoie donc un petit courrier par lettre recommandée AR où on les informe donc de l'organisation prochaine des élections et donc on les invite chez nous donc à négocier un protocole préélectoral. Et en parallèle, donc, on informe le personnel comme quoi on va rencontrer les syndicats et qu'on organise les élections. La petite particularité, c'est si vous êtes une entreprise, un groupement, donc une structure entre 11 et 20 salariés, vous allez informer donc vos syndicats et autres que vous allez organiser des élections. Et si jamais aucun salarié ne se porte candidat, dans un délai de 30 jours à compter de l'information du personnel, eh bien on n'organise aucune élection. Ça se solde par un procès-verbal de carence. Donc c'est la petite nouveauté, quand on est moins de 20 salariés et qu'on n'a aucun candidat au bout de 30 jours, eh bien c'est PV de carence. Voilà, pas d'organisation d'élection. Le déclenchement des élections, donc au niveau des délais, ce qui est surtout important, c'est qu'à partir du moment où on va inviter les syndicats et le moment où va se dérouler la réunion de négociation, on doit impérativement respecter un délai de 15 jours. C'est un délai minimal. Donc 15 jours entre le moment, plus exactement, entre la réception du courrier par les syndicats, comme quoi ils sont invités à négocier le protocole et la réunion de négociation. Donc 15 jours, ça c'est impératif. Et je vous l'ai pas mis, mais entre le premier tour et le second tour, on doit respecter 15 jours maximum. Voilà. Après, effectivement, on a un délai entre l'information du personnel et le premier tour qui est donc au plus 90 jours, mais en général, c'est largement respecté. Voilà, donc il faut bien respecter tous ces délais, sinon, voilà, en tout cas, ça n'entraîne pas à l'annulation des élections, mais il est impératif tout de même de respecter ces délais pour éviter toute irrégularité.
peut-être un premier. Oui, n'hésitez pas si vous avez des questions déjà sur ce premier point, hein, vraiment. N'hésitez pas à intervenir via la zone de chat pour qu'on puisse répondre à vos questions, hein. Alors, bonjour Véronique. Donc, inviter les syndicats déjà présents dans notre GE ou extérieurs s'il n'y en a pas. Alors, inviter les syndicats déjà présents, oui, bien sûr. Bah, oui, si vous avez des syndicats représentatifs dans la structure, il faut évidemment les inviter. Et s'il n'y en a pas, alors là, effectivement, on s'adresse en fait à l'union départementale de chaque syndicat. Donc, si c'est, on repère le force ouvrière de l'union départementale sur Poitiers, on a une adresse, on leur envoie et après. Je vous conseille de les inviter en fin de journée, souvent ça peut les dissuader de venir. Mais voilà, enfin après, la plupart du temps, ça dépend, ils se déplacent ou ils se déplacent pas, hein, mais en premier, effectivement, syndicat représentatif de la structure et ensuite extérieur. Alors on attend, parce qu'il y a des questions. Donc, merci. Le nouveau calcul des effectifs est à faire à partir de janvier 2019. Il n'est pas rétroactif, c'est bien cela? Alors, sur le seuil des effectifs de 11 salariés, oui, là, il faut le prendre en compte dès maintenant, hein, oui. D'autres questions, n'hésitez pas. Ok, très bien. C'est particulier comme faut s'habituer. Bon, mais on va continuer sur le deuxième point. Même si on attaque le deuxième point, vous pourrez toujours, si jamais il y a des questions qui arrivent sur le premier point, il n'y a pas de souci. Alors, négocier et conclure le protocole d'accord préélectoral. Donc là, l'idée, c'est de rechercher un accord entre les syndicats et l'employeur pour organiser donc les élections du CSE. Alors, donc, j'avais donc un peu anticipé, donc c'est à vous donc d'inviter par courrier les syndicats, donc reconnus représentatifs dans l'entreprise, ou ceux effectivement extérieurs. L'idée, c'est par lettre recommandée AR, et donc on l'a dit, on n'aura pas de négociation de protocole préélectoral dans les entreprises entre 11 et 20 salariés à partir du moment où on n'a pas de candidat. Le protocole d'accord préélectoral, donc il est négocié et conclu entre l'employeur et les syndicats. Donc les syndicats peuvent venir ou ne pas venir. Et si jamais, et en tout cas on doit, si jamais les syndicats, c'est aussi, ça peut arriver, certains syndicats demandent des éléments pour justement contrôler l'effectif de l'entreprise, etc. Donc là aussi, il faut répondre à leurs requêtes. Alors bien évidemment, il faut anonymiser, hein, il n'est pas question de transmettre des données personnelles et autres. Mais voilà, l'idée, c'est quand même de se montrer coopératif. Bonjour, gentil employé, il y a des arrivants. Je dirais quand la question... Ouais, c'est moi. Oui. Je poursuis. Alors, sur le protocole d'accord préélectoral, donc avec les syndicats, on va devoir négocier sur des points qui peuvent être obligatoires, enfin qui sont obligatoires, notamment sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux. Deuxième point, ce sera la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel. Et également la proportion d'hommes et de femmes composant chaque collège. Donc ça, c'est extrêmement important. Dans chaque collège, vous allez devoir calculer le nombre de femmes et d'hommes. Ça a son importance, notamment pour respecter une certaine parité. Ensuite, par rapport aux listes de candidats. Nous n'avons plus de DP depuis rupture conventionnelle en avril 2018. Nous situons-nous en première mise en place? Alors, avril 2018, alors il faut... vous l'êtes si jamais vous dépassez le seuil des 11 salariés. Donc là, il passe directement CSE. Et là, auquel cas, effectivement, si depuis 12 mois consécutifs, si depuis mai dernier, oui, enfin à mon avis, vous avez encore un mois
Un mois, oui, pour vérifier si oui ou non vous dépassez le seuil, quoi. Alors, sur les points obligatoires, donc c'est ce que je. Et alors, autre point sur lequel il faut négocier impérativement, c'est bien évidemment les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales. Là, il y a une petite erreur sur le PowerPoint. Sur les établissements distincts, désormais, c'est en fait un accord d'entreprise et à défaut, un accord avec le CSE. Donc, ça fait plus partie du protocole d'accord préélectoral. Donc, excusez-moi pour cette petite erreur qui s'est glissée. Ensuite, les autres points, donc vous pouvez négocier avec les syndicats, mais ça reste facultatif, notamment si vous choisissez une ancienneté pour être électeur ou éligible, par rapport à une autre que celle qui est prévue donc, par la loi. Également sur le nombre de sièges, le nombre et la composition des collèges. Vous pouvez donc aménager ces points avec les syndicats. Pareil pour l'organisation des élections, ça peut se faire pendant le temps de travail, mais aussi en dehors du temps de travail. Après, à vous donc de négocier, d'éventuellement d'indemniser, si jamais c'est hors du temps de travail, on indemnise quand même les salariés qui vont devoir venir voter. Et également la répartition. Non, pareil, le dernier point, oubliez-le. Mais par contre, on peut éventuellement négocier avec le syndicat, notamment le volume des heures individuelles de délégation. Voilà. Donc voilà, tous ces points doivent être négociés avec les syndicats. Et si jamais, alors je vous le mets peut-être après, mais si les syndicats ne se déplacent pas, bien évidemment, c'est vous qui allez établir unilatéralement toutes les modalités d'organisation des élections. Alors sur les différents points que l'on vient d'aborder, soit il va falloir obtenir. Il y aura une condition de double majorité qui devra être respectée, ou sur d'autres points, on devra obtenir l'unanimité des syndicats. Donc s'il y a 3 syndicats, on doit obtenir l'accord de tous, notamment pour pouvoir modifier le nombre et la composition des collèges électoraux, par exemple. Voilà. Et sinon, pour la condition de double majorité, c'est plus une. Donc du coup, si vous avez qu'un syndicat qui vote oui, mais qu'il y en a 2 qui se sont présentés, c'est pas suffisant pour avoir la majorité et donc pour pouvoir valider le protocole préélectoral. Si jamais vous n'aboutissez pas à un accord, notamment sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux ou les sièges entre les différentes catégories de personnel, c'est l'administration qui sera compétente. Pour tout ce qui concerne les modalités d'organisation et de déroulement des opérations, c'est le juge, on se référera au juge donc pour décider, pour trancher. Voilà. Et je vous disais, si aucune organisation syndicale ne vient négocier, et bien dans ce cas-là, c'est vous, employeur, qui déterminez unilatéralement les modalités d'organisation des élections. C'est plus simple. Ce qui est beaucoup plus simple. Donc en fait, il n'y a pas de protocole préélectoral. Hein. Vous ne signez pas seul le protocole préélectoral, mais voilà, il n'y en a pas en définitive. Peut-être une question. Sur 77 salariés, il y a 3 cadres, sommes-nous obligés de faire 2 collèges? Oui, vous allez avoir effectivement 2 collèges, c'est-à-dire le collège, on anticipe peut-être un peu, mais bon, c'est pas grave, le collège ouvrier employé, grosso modo, et après le collège agent de maîtrise cadre, en fait. En général, on a 2 collèges pour les entreprises de plus de 25 salariés, moins de 25, c'est qu'un collège. Mais le 3e collège, le collège vraiment cadre, c'est si dans votre structure vous avez au moins 25 cadres, ce qui ne sera pas le cas, sachant que toutes les catégories de personnel doivent être représentées. Donc bien évidemment, même si vous n'avez que 3 cadres, effectivement il y aura un collège agent de maîtrise cadre. Alors, collège... Slide précédente, vous indiquez collège personnel permanent et personnel MAD. Même chose pour les GE. Alors slide précédente, c'est-à-dire collège oui, non, il n'y a pas de. Alors slide précédente. Collège personnel permanent et personnel mis à disposition. De toute façon, dans que ce soit les permanents ou les personnels, il n'y a pas de distinction. Oui, ce n'est pas des catégories au titre des élections. Non, par exemple, le personnel mis à disposition, ça sera statut employé, alors ils seront représentés dans le collège
employés, en fait. C'est peut-être une référence par rapport aux effectifs, quand on disait qu'on doit prendre en compte les salariés permanents et non permanents. Ça, c'est vraiment pour jauger les effectifs. Après, pour les collèges, les catégories permanents et mises à disposition n'existent pas. Ça sera en fonction de la catégorie professionnelle, en fait. Voilà. Soit ils sont employés, soit ils sont cadres. Voilà. Par rapport à un CSP. Nous avons un seul cadre et un seul agent de maîtrise sur 37. Peut-on faire collège unique? Alors, nous avons, pour que tout le monde s'y retrouve, je lis la question. Nous avons un seul cadre et un seul agent de maîtrise. Donc, en fait, 2 personnes dans un même collège, à la limite, sur 37 salariés. Peut-on faire collège unique? Oui, je pense que ça peut être la possibilité de faire effectivement un collège unique. Et encore que vous pourriez, là finalement vous en avez 2, vous pourriez faire 2 collèges, mais auquel cas ça sera qu'un titulaire et un suppléant qui sera élu dans ce 2e collège en fait. Oui, faire une catégorie comme tu disais, agent maîtrise et cadre. Là, c'est soit le collège employé, donc le premier collège, ou soit effectivement on fait quand même un 2e collège pour ce seul cadre et cet agent de maîtrise. Ils ne seront que 2. Mais en fait, pour faire un collège, il suffit d'avoir une seule personne. Avec 77 salariés, nous devons avoir 4 titulaires et 4 suppléants. Alors, j'ai le tableau sous les yeux. Est-ce que le quorum, pouvons-nous mettre en place uniquement la partie sociale? Alors, je rectifie. Avec 77 salariés, vous avez 5 titulaires et 5 suppléants, et non pas 4 titulaires et 4 suppléants. Si nous n'atteignons pas le quorum, pouvons-nous mettre en place uniquement la partie sociale? La partie sociale. Là, il me faudrait une précision. Je ne comprends pas votre question. Je suis désolée. Oui, non. Uniquement la partie sociale. Un peu là la question du coup. Ingrid, oui. Alors, Charentine, le cadre dirigeant, moi. Si c'est une catégorie, peut-être, vous voulez dire. Par rapport. Alors, on va essayer de répondre aux deux. Oui, c'est par rapport à tout à l'heure. Un seul cadre, et donc c'est cadre dirigeant, et il y a un seul agent de maîtrise. Cadre dirigeant, de toute façon, effectivement. C'est une catégorie, oui. Oui, enfin, ça peut être avec l'agent de maîtrise. Donc pour moi, on peut rester quand même sur 2 collèges, même si collège unique, ça peut être possible, peut-être. Là, j'en suis pas sûre, mais peut y avoir peut-être une exception, justement. Si nous n'atteignons pas le quorum, pouvons-nous mettre en place uniquement la partie sociale? J'avoue, je ne comprends pas là. Alors, on attend des précisions pour répondre à la question des clés de roulet. Alors, n'ayant pas atteint le quorum, le CSE devient caduc. Peut-on utiliser la subvention unique sur le social sans fonctionnement? Alors, si vous n'atteignez pas le quorum, de toute façon, il faut effectivement faire un second tour déjà. Et si au second tour, vous n'avez pas de candidat, voilà, donc ça sera un PV de carence. Et peut-on utiliser la subvention uniquement sur le social sans fonctionnement? Le budget, ça parle peut-être du budget du... Ouais, est-ce que vous voulez parler du budget? Alors, de toute façon, s'il n'y a pas de CSE... Ouais, que faire du budget qui... vous n'avez pas de budget, du coup, vous n'avez pas de CSE. Après, à vous, en tant qu'employeur, éventuellement, de devoir mettre en place des actions... Du budget, c'est ça. Ouais, mais sinon, effectivement... Oui, c'est dans le cas où c'est annulé, parce que peut-être qu'il y avait déjà il y avait des instances antérieures qui existaient et qu'il y avait déjà une enveloppe qui était déjà existante. C'est ce que déjà existant. Les années précédentes. Donc du coup, voilà, qu'est-ce que devient du budget? Voilà, quand il y a PV de carence, quoi, finalement, sur les élections qui suivent. Bonne question. J'imagine qu'on peut quand même... soit effectivement on met sur un compte à part et en cas de manque que doit-on faire en cas de manque de candidat, titulaire ou suppléant? S'il n'y a pas de candidat, il n'y aura pas d'élection et donc ça va se terminer par un PV de carence.
Après, sur l'histoire du budget, on pourra regarder. Ouais, je regarderai sur le budget éventuellement, effectivement, Qu'est-ce qu'il advient du budget qui était effectivement alloué aux activités sociales et culturelles auparavant, et si effectivement il n'y a plus de CSE, qu'est-ce que devient du budget. Donc voilà, ce qu'on fera, c'est que par exemple pour cette question, vous savez, à chaque fois on envoie des mails de remerciement, on apportera des réponses, enfin une réponse par rapport à cette question sur le budget, justement, qu'est-ce qu'il advient quand il n'y a plus d'instance et qu'on a déjà on a déjà un fonds qui est présent. Là, on apportera des précisions ensuite dans le mail de remerciement. Mais c'est vrai que c'est une bonne question. Oui. Alors budget fonctionnement, c'est budget fonctionnement, c'est pas budget. Bon, on regardera effectivement budget fonctionnement. Est-ce qu'il est retourné à l'employeur? Alors, attendez. Charente Innove Emploi nous disait s'il n'y a qu'un candidat pour 2 titulaires et 2 suppléants, bah, il n'y a qu'un candidat. Si après, ce sera lui seul qui pourra éventuellement être élu, en fait. En fait, l'idée, c'est que là, on anticipe un peu, hein, ne vous précipitez pas. Si vous avez effectivement, c'est un scrutin de liste, donc vous avez autant de candidats sur la liste qu'il y a de sièges à pourvoir. Ce que vous ne pouvez pas faire sur chaque liste, c'est d'avoir plus de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir. Mais si effectivement vous avez 2 sièges à pourvoir, vous pouvez parfaitement avoir qu'un candidat sur la liste. Les candidats doivent-ils appartenir à un syndicat? Pour le premier tour, c'est le monopole des syndicats. Il n'y a que les syndicats qui peuvent effectivement présenter des candidats. Donc ça suppose que les candidats soient étiquetés. Mais au second tour, les candidatures sont libres. Donc pas d'obligation d'appartenance à un syndicat. À part le budget de fonctionnement, a-t-on répondu à l'ensemble des questions? C'est bon. C'est bon? Ok. Budget de fonctionnement, donc. Ensuite, la détermination donc, des collèges électoraux. Alors, les collèges électoraux sont définis par catégorie professionnelle. Donc, ce que l'on va regarder, ce sont les fonctions qui sont réellement exercées par les salariés. Le nombre et la composition des collèges, logiquement, sont déterminés donc, par la loi. Et pour y déroger, encore faut-il se mettre d'accord donc, avec les syndicats représentatifs qui seront venus négocier donc, le protocole préélectoral. Mais, et je vous le mets, quand le collège cadre est obligatoire, donc notamment quand il y a plus de 25 salariés, là pour le coup il est obligatoire, on ne peut pas y déroger. On en a parlé tout à l'heure, les entreprises de moins de 25 salariés, donc il y a un collège unique. Quand vous êtes une structure, j'ai mis entreprise, hein, mais bien évidemment, voilà, on parle du GE. Le GE, plus de 25 salariés, on a donc 2 collèges, un collège ouvrier employé et un collège ingénieur, chef de service, technicien, agent de maîtrise et assimilé et cadre. Hein. Et lorsqu'on a donc plus de 25 cadres, on a un collège qui est vraiment constitué pour cette catégorie. Donc, en général, moins de 25, un collège, c'est l'ensemble des salariés, soit plus de 25, c'est 2 collèges. Alors, une fois donc, on a fixé donc, le nombre et la composition des collèges, parfois donc, on va se référer ni plus ni moins à la loi, l'objectif étant donc de répartir le personnel entre ces différents collèges. Donc, soit vous le faites unilatéralement, si effectivement il n'y a pas eu de syndicat au moment de la négociation du protocole préélectoral. Et donc, je vous le disais, pour répartir le personnel entre les différents collèges électoraux, on va se référer aux fonctions réellement exercées, mais souvent c'est le statut, hein, statut employé ou statut cadre, selon ce qu'il a été défini au moment de la conclusion du contrat, au moment de l'embauche. Le respect des dispositions du Code du travail relatives aux collèges électoraux impose que soit attribué à chaque collège au moins un siège. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. À partir du moment où on a au moins, il faut au moins un siège, donc il faut au moins un salarié donc dans le collège. Qu'est-ce que je vous mets également? Alors, siège réservé, donc là après, effectivement, sur les sièges K, donc ça concerne plus de 500 salariés à mon avis. Laissez tomber. Ah, oui.
Et bien évidemment, donc le nombre de sièges qui est attribué à chaque collège va se faire en fonction donc de l'effectif. Par exemple, tout à l'heure, vous aviez, il y a une question qui m'a été posée où vous aviez plus de 50 salariés, mais effectivement, il n'y avait que 2 cadres. Et après, ça suppose un collège ouvrier employé. Donc imaginons, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais si vous devez élire 4 titulaires et 4 suppléants et que dans le deuxième collège, vous n'avez que 2 salariés, bah, dans le premier collège, vous allez élire 3 titulaires et 3 suppléants, et dans le deuxième collège, un titulaire et un suppléant. C'est en fonction, c'est de manière proportionnelle par rapport à l'effectif de chaque collège. Je vous laisse éventuellement poser des questions sur justement les collèges électoraux. Alors, question. Dois-je faire un collège cadre pour moi et l'agent de maîtrise et un collège pour les 35 employés, avec un siège pour le premier et 2 pour le second? Donc là, c'est la question qui De devait l'effectif global, il faut, oui. Alors, pour les 35 employés, alors oui, vous êtes dans le cadre d'une structure de plus de 25, donc logiquement, donc 2 collèges, avec un siège et donc 35 employés. Du coup, il y a 2 titulaires et 2 suppléants. Donc, ça ferait un et un dans chaque collège. Eh oui. Parce que du coup, il y a aussi le nombre de titulaires par rapport à l'effectif. Après, si jamais des syndicats, après vous pouvez toujours négocier dans le protocole préélectoral pour avoir qu'un collège. Mais bon, logiquement, plus de 25 salariés, 2 collèges, donc vous pouvez avoir effectivement. Et oui, et puis là, vu l'effectif global, c'est bien ça, c'est un collège agent de maîtrise et cadre et un autre pour les ouvriers employés. Ensuite, il me semble que le cadre dirigeant ne peut être candidat. J'ai un doute également. Vous êtes salarié, j'ai un doute sur ce point. Là aussi, je pourrais éventuellement revenir, au moins pour vous le confirmer. En sachant que dans les groupements d'employeurs, ils ont des contrats de travail, non? Ouais, donc il est salarié. Logiquement, moi, j'aurais tendance à dire qu'il peut être, il peut être candidat, quoi. On va vérifier, on pourra le. Mais c'est vrai que généralement, dans les groupements d'employeurs, les directeurs ou cadre dirigeant salarié, ouais. Ils ont un contrat de travail, ils ont un bulletin de paye. Ils sont salariés, donc il peut, à mon avis, être candidat. Pas éligible, mais candidat, je pense. Ouais. Enfin, électeur. Mais ça, c'est pareil, on apportera des petites précisions ensuite à la RT dans le mail de remerciement. Hein. Parce qu'effectivement, le statut de cadre dirigeant est un statut particulier, donc je préfère effectivement vérifier les règles en la matière. Ouais. Parce qu'effectivement, cadre dirigeant, peut-on être candidat? Voter, bien évidemment. Vous pouvez être électeur, ça c'est sûr. Éligible. Éligible, peut-être pas. C'est cadre dirigeant salarié, c'est pas employeur. Donc, je sais pas, je vais vérifier. Je vérifierai. Y a-t-il d'autres questions? Je pense. Ouais, il y en a d'autres. Alors, il y en a une qui arrive. Donc, on apportera des précisions sur le budget de fonctionnement, donc quid qu'en plus d'instances, et par rapport aux cadres dirigeants sur le fait qu'ils puissent ou pas être éligibles. À moins d'avoir la réponse avant. À moins d'avoir la réponse avant. Je regarde. Alors, c'est que je pense qu'il y a une question qui arrive. Alors, partage emploi mairie. Tout dépend s'il y a délégation de pouvoir de l'employeur. S'il y a délégation, il ne peut ni voter ni être éligible. Justement, la particularité, ouais. C'est peut-être justement la limite justement du cadre dirigeant, si effectivement il y a une délégation de pouvoir directement de l'employeur. Tout à fait. Je vous rejoins. Pas de délégation de pouvoir. Bon, ben voilà. Bon, on vous apportera des précisions. Ouais. Pour votre cas, c'est noté et on vous donnera la réponse, il n'y a pas de souci. Si dans les 30 jours, il n'y a que des candidats non syndiqués, doit-on inviter les syndicats? Oui, c'est vraiment en l'absence de candidature.
Pour les cas de dans l'édition de la Cour de cassation. Et on va regarder. Ok. Bon, mais on peut continuer. Tu veux que je regarde en attendant? Ouais, là c'est sur la subvention de convention. D'accord. Alors, sur les listes électorales, alors pour être électeur, donc électeur, c'est donc la personne qui est donc appelée à prendre part au vote. Pour être électeur, on nous dit que les salariés de 16 ans révolus doivent remplir les conditions suivantes. Donc, bien évidemment, il faut avoir la qualité de salarié, donc il faut avoir un contrat de travail. Si le contrat de travail est simplement suspendu, on reste malgré tout électeur. C'est pas parce qu'on part en congé maternité qu'on ne peut pas voter. Et ensuite, alors après, je vous ai mis le cas des salariés temporaires, mais c'est pour les entreprises de travail temporaire, donc cela ne vous concerne pas. Donc avoir la qualité de salarié. Ensuite, il faut avoir une ancienneté de 3 mois au moins. La suspension du contrat important n'annule pas l'ancienneté acquise auparavant. Si jamais vous aviez plusieurs contrats qui ne se succédaient pas forcément, on doit prendre en compte l'ancienneté qui a été acquise au titre de chaque contrat. Et si la relation contractuelle, si on avait donc débuté par un CDD et qui s'est poursuivi par un CDI, bien évidemment, le salarié conserve l'ancienneté qu'il a acquise pendant le CDD. Avoir la capacité électorale, ce qui signifie donc ne pas présumer jouir de leurs droits, en tout cas présumer jouir des droits civiques. Voilà. Ensuite, c'est à l'employeur, donc c'est à vous qu'il appartient donc d'établir les listes électorales. Sur les listes électorales, donc certaines mentions sont obligatoires. L'âge, tout du moins la date de naissance, pour s'assurer déjà de cette première condition, savoir si elle est remplie, donc avoir plus de 16 ans. L'appartenance à l'entreprise, savoir effectivement s'il existe ou pas un contrat de travail. L'ancienneté, donc ça peut être effectivement la date d'embauche, et on peut y rajouter aussi donc le nom et le prénom de la personne, bien évidemment. Les listes électorales, elles doivent faire l'objet d'une publication, donc au moins être affichées donc, au siège du groupement. Et au niveau des délais, donc c'est en principe 4 jours au moins avant la date de l'élection. Si jamais l'effectif se modifie une fois la liste publiée, l'employeur, vous avez en tout cas l'obligation de l'actualiser et donc de publier la liste qui a été modifiée, et donc au plus tard le 4e jour avant la date du premier tour. Voilà. Des questions sur justement les listes électorales? Alors, y a-t-il un nombre limite de candidatures? Y a-t-il un nombre? Oui, il ne peut pas y avoir plus de candidats que de sièges à pourvoir. Si vous avez, s'ils doivent être élus 2 titulaires et 2 suppléants, vous ne pouvez pas avoir 4 candidats. Une question qui arrive. La condition d'ancienneté peut être négociée avec les syndicats pendant la réunion de négociation? Oui, parfaitement. Vous pouvez, c'est pas d'ordre public là, ça fait pas partie de l'ordre public absolu, donc effectivement vous pouvez déroger sous réserve de vous mettre d'accord avec les syndicats de mettre une condition d'ancienneté Après, il n'y a 4 mois. Il n'y a pas de, non. Il n'y a aucun seuil particulier. Alors bonjour, le cadre dirigeant exclu des listes électorales compte-t-il quand même dans les effectifs? Oui, à mon sens, oui. Voilà, vraiment, la question du cadre dirigeant, il va falloir... On va l'éclaircir. Ouais. Alors, je poursuis. Sur les listes de candidats. Donc, les listes de candidats, donc, ce sont ceux qui sont éligibles. Alors, les conditions d'éligibilité. Donc, il faut bien évidemment être salarié de l'entreprise. Les salariés qui sont absents à la date d'élection, mais qui remplissent la condition d'ancienneté prévue par la loi, sont bien évidemment éligibles. Si les salariés travaillent simultanément dans plusieurs entreprises, ils ne sont éligibles que dans l'une des entreprises et choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature. Là-dessus, effectivement, un petit point, notamment sur les salariés qui sont mis à disposition. Bien évidemment, les salariés permanents, ils peuvent être ils peuvent voter, ils peuvent être candidats au sein du groupement, il n'y a pas de souci. Les salariés mis à disposition, également, ils peuvent être candidats et ils peuvent également
voter Au sein du groupement au d'employeurs. sein du groupement d'employeurs. Mais dans les entreprises dans lesquelles ils sont mis à disposition, effectivement, ils peuvent également voter. Voilà, ils peuvent voter, ils peuvent exercer ce choix-là. Donc, Ils peuvent être électeurs. ils peuvent être électeurs, mais pas éligibles, C'est en ça. revanche, dans les salariés, enfin, dans les entreprises dans lesquelles ils sont mis à disposition. Et lorsque l'entreprise, donc en tout cas l'adhérent, en définitive, met en place également des élections, enfin, ils mettent en place le CSE, en tout cas, ils auront intérêt à justement questionner le salarié qui est mis à disposition chez eux pour savoir si oui ou non ils veulent voter. Et quand bien même ce salarié aurait voté au sein du groupement un an avant, ça ne les empêche pas de voter également au sein de l'entreprise utilisatrice. Voilà. Après, il y a une condition d'ancienneté pour qu'aussi le salarié mis à disposition puisse être électeur au sein de l'entreprise utilisatrice, qui est une ancienneté de 12 mois, voilà, comme il est indiqué à l'article L 1111 je sais plus, -2. C'est ça. Hein, mais ils peuvent être électeurs, mais il y a bien sûr la condition des 12 mois. Et comme disait Lorraine, par contre, ils ne peuvent pas être éligibles au sein de l'entreprise utilisatrice. Ce qui était le cas avant, mais avec la mise en place du CSE, eh bien, tout ça a été annulé. Hein. Et donc, comme disait Lorraine, voilà, à tout moment, en fonction des élections au sein du groupement et des élections au sein des entreprises utilisatrices, eh bien, c'est le salarié mis à disposition qui décide s'il souhaite être électeur au sein des entreprises adhérentes, qui, bien sûr, qui bénéficient de la mise à disposition avec les conditions d'ancienneté, toujours. Hein. Et sachant que, pour information, il y a une cour de casse qui a bien réaffirmé ce principe, qui vient de passer là en février, on l'a vu, donc le 13 février 2019, qui réaffirme bien ce principe, qui dit donc quand bien même le salarié mis à disposition a été électeur au sein de l'entreprise adhérente utilisatrice, eh bien si le GE, si l'entreprise de mise à disposition, donc le groupement d'employeurs met en place donc des élections, eh bien le salarié mis à disposition, quand bien même et quelle que soit la temporalité, pourra être éligible et électeur au sein du groupement d'employeurs. Donc voilà, comme je vous disais, une cour de casse très récente qui a réaffirmé ce principe donc du 13 février 2019. Donc en gros, salariés permanents, salariés mis à disposition, ce sont électeurs et éligibles sans aucun souci. Ils ont le même statut au sein du groupement d'employeurs. Au sein du groupement d'employeurs. Hein. Les candidats doivent-ils voter pour l'ensemble des collèges ou simplement pour le collège de leur classification? Si on est employé, on ne vote que dans le cadre du collège employé. On ne va pas voter pour un cadre. Sur les conditions d'éligibilité, donc être salarié de l'entreprise, ça va de soi. Bien évidemment, on n'est éligible que si on est électeur. Troisième condition, on doit avoir une ancienneté d'au moins 1 an. Voilà, donc là aussi, la condition d'ancienneté, elle s'apprécie au titre des différents contrats. Pareil, si on a été embauché dans le cadre d'un CDD, et ensuite, dans le cadre d'un CDI, bien évidemment, l'ancienneté, elle est acquise au premier jour que l'on a effectué dans le cadre du CDD. Et quatrième condition, et pas des moindres, bien évidemment, absence de lien de parenté avec l'employeur. Donc, conjoint, partenaire, concubin, ascendant, descendant, frère, sœur de l'employeur, on ne peut pas être éligible. Sur les listes de candidats, là aussi, on te répète, mais c'est important, il y a le monopole des syndicats donc, au premier tour. Donc, chaque liste de candidats est établie par les syndicats, donc au premier tour. Et ce n'est que dans le cadre du second tour que, bien évidemment, interviennent les candidatures libres. Voilà. On a un second tour si le premier tour n'a pas permis donc, de pourvoir tous les sièges ou si, effectivement, le quorum n'est pas atteint. Où l'ensemble des sièges ne sont pas pourvus. Voilà, on dit. Alors, y a-t-il des limites aux interruptions de contrat? À mon sens, non. Non, non. Oui, parce que pour certaines thématiques, par exemple, il peut y avoir des... Ouais. Moi, j'ai même eu le cas d'une entreprise, donc pas d'un GE, mais d'une entreprise au statut un peu particulier, une coopérative, où effectivement, même le salarié était parti. Voilà, c'était écoulé un certain délai avant qu'il ne revienne. Il y a eu plusieurs contrats, etc. Et j'ai repris l'ancienneté à partir du premier contrat.
Ensuite, je disais sur une candidature libre au second tour, les électeurs peuvent alors voter pour des listes autres que celles présentées par un syndicat. Oui, bah, bien évidemment. Après, ça va de soi. Composition des listes, là aussi j'insiste et je vous l'ai dit, les listes comportent autant de candidats que de sièges à pourvoir à chaque élection. C'est pour ça qu'elles peuvent être incomplètes. Effectivement, si on a 2 sièges à pourvoir mais que j'ai qu'un candidat, il n'y a pas de souci. Pour chaque collège électoral, les listes comportent plusieurs candidats qui doivent être composés d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Alors ça aussi, c'est une nouveauté, mais effectivement, on va déterminer la proportion d'hommes et de femmes dans chaque collège, en fait, donc par rapport à la liste électorale, hein, puisque la liste électorale, elle est établie pour chaque collège. On va avoir une liste électorale collège ouvrier employé, on va avoir une liste électorale agent de maîtrise cadre, et là, on va effectivement déterminer la proportion d'hommes et de femmes. Et dans le cadre ensuite des listes, enfin en tout cas des candidats qui vont devoir se présenter, on devra respecter cette proportion d'hommes et de femmes. Si j'ai 50% d'hommes et 50% de femmes, ça sera voilà, un homme, une femme, etc. Mais on doit respecter la parité dans le cadre des présentations des candidatures. Donc ça, c'est important. Alors, il y a 2 questions qui sont arrivées. Si l'interruption du contrat, pour calculer les 12 mois, on n'additionne que le temps des contrats? Oui, pas la carence entre les périodes. C'est pas du temps de travail effectif, donc ça va être valorisé. Et ensuite, si on est moins de 20 salariés et que l'on n'a pas de candidat dans les 30 jours, il n'y a pas de second tour à organiser? Si oui, peut-on choisir de l'organiser tout de même? Mais non, c'est l'avantage. On n'a pas de second tour, on n'a pas de candidat, c'est la nouveauté, c'est un PV de carence. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Il y a beaucoup d'entreprises clientes qui se sont réjouies lors de cette mesure, parce qu'effectivement, on informe le personnel, on est moins de 20, on va informer le personnel qu'on souhaite organiser des élections. Si personne se présente, eh bien, on n'a pas de réunion de négociation, on a un PV de carence. Et voilà, et on a respecté notre obligation et on n'a pas de représentant du personnel. Donc pour certaines entreprises, c'est plutôt chouette. Si on n'a que des candidats non syndiqués dans les 30 jours, il va falloir organiser, c'est seulement en l'absence de candidature. Donc, oui, il faut quand même organiser. Ouais. Ah oui, mais non syndiqué, attendez, là vous me posez un piège. Attendez. Ici, on n'a que des syndicats non syndiqués dans les 30 jours. Attendez. Ah, attendez. C'est une question piège. Là. Attendez, j'ai un doute. J'ai un doute. Si vous avez d'autres questions entre-temps, attendez, je vérifie si j'ai la réponse de suite. Attendez. Une question qui arrive. Mais normalement, attendez, c'est une question piège, oui, voilà pourquoi j'hésitais tant. En fait, logiquement, ce ne sont que les syndicats qui, lors du premier tour, c'est monopole du syndicat. Donc, ce sont seulement les syndicats qui peuvent présenter des candidats. Donc, s'ils ne présentent pas de candidats, c'est un PV de carence. Donc, il n'y a pas lieu de se poser la question des candidats non syndiqués, en fait. Question piège, là, Cécile Maubert, question piège. Donc, non, logiquement, ce sont les syndicats qui présentent des candidats. Oui. Donc, s'il n'y a pas de candidat, c'est PV de carence. Muriel Jouve, pour la parité, c'est si plus d'hommes ou plus de femmes qui se présentent dans le collège. Après, c'est la proportion en fait. S'il y a effectivement plus d'hommes, on ne vous en voudra pas s'il y a effectivement plus d'hommes qui doivent être élus plutôt que de femmes. Mais en tout cas, il faut respecter la proportion en fait. Si nous avons une majorité de femmes mais que seuls des hommes souhaitent se présenter ou inversement, que fait-on? En tout cas, si nous avons une majorité de femmes, que seuls des hommes souhaitent se présenter. Non, après, de toute façon, on ne peut pas forcer les femmes à se présenter. Disons que ça pourrait inciter, parce que l'idée de cette nouveauté, en fait, c'est bien évidemment
éviter qu'un sexe soit surreprésenté, etc. Et pour motiver aussi les femmes à ces fonctions-là. Si bien évidemment elles ne se présentent pas, l'idée c'est de tendre vers la parité et cette règle-là. Mais après, si les femmes, vous ne pouvez pas forcer les femmes à se présenter, bien évidemment. Peut-on choisir d'organiser un second tour volontairement si projet à terme de signer un accord? De toute façon, si second tour vous fera un second tour, si c'est par rapport à sa question d'avant. Si vous en avez l'obligation, si nous avons une majorité de femmes. Si projet à terme de signer un accord. Oui, ça doit être en lien avec sa question précédente. Alors, laquelle? Ouais, alors. Véronique, moins de 20, pas de candidat. Moins de 20, pas de candidat. Si on est moins de 20 salariés, que l'on n'a pas de candidat. Alors attendez, je termine la question. Alors ça, c'est pas la même. Alors, voilà, oui. Alors, comment on fait pour remonter là, de guitare? Alors, c'est qu'il y en a d'autres qui tombent en même temps. Que vous ne trouviez pas, c'est la question. Second, merci de la question. Peut-on choisir d'organiser un second tour volontairement si projet à terme de signer un accord? Merci, ok. En fait, il n'y a pas à choisir s'il y a un moins second de tour 20, pas de candidat. C'est la suite, du coup, c'est sa précision. Moins de 20, pas de candidat. Non, c'est en fait, est-ce qu'il veut dire que si jamais il n'y a pas de candidat au premier tour, est-ce qu'on est dans l'obligation de faire un second tour? Oui, c'était la question, on a dit que du coup non. Non, c'est ça, il y avait un PV de carence, mais si elle veut quand même, est-ce qu'elle peut faire quand même, elle peut quand même mettre, si elle veut, voilà, si l'objectif c'est de négocier un accord, elle veut qu'il y ait des instances représentatives, est-ce qu'elle peut le faire volontairement? Bah oui, je pense, ouais. Là aussi, c'est une question. C'est ça. Caractère. Alors, bonne question. Oui. Oui. C'est qu'eux, ils ont un intérêt à ce qu'il y ait des instances. Je pense qu'effectivement, du coup, parce que normalement, effectivement, moins de 20 salariés, du coup, il n'y a pas de process électoral, du coup, parce que c'est un PV de carence. Mais là aussi, en fait, parce qu'il y a des interprétations différentes, en fait, sur est-ce que quand on parle d'entreprise d'entre 11 et 20 salariés, si finalement il n'y a pas de candidature, est-ce que ça signifie que on saute l'étape de la négociation du protocole préélectoral, en fait, mais qu'on continue et on organise un second tour, ou est-ce qu'effectivement ça met fin au processus électoral qui se solde par un PV de carence. Après, est-ce qu'on serait en faute? Ça me semble bizarre, mais là aussi, alors peut-être je reviendrai vers vous, pour pas vous dire de bêtises. Je pense que oui, sur le caractère. Mais oui. Bon, à voir. On peut être toujours surpris par les textes, donc même si... On confirmera dans le mail. Ce qui est pour nous du bon sens, parfois, voilà. Mais à vérifier sur l'histoire de, effectivement, moins de 20, mais dans l'absolu, vous voulez absolument avoir des représentants du personnel, mais à mon avis, oui, de toute façon, vous n'avez pas de candidats qui sont présentés par les syndicats, pour autant, vous voulez dérouler je pense qu'il y a pas électoral, vous avez des reprentants du personnel, à mon avis, pas de souci. Je pense qu'il n'y a pas de contre-indication, mais on vous le confirme. Je pense que... Alors du coup, ensuite... Dans le cas de salariés mis à disposition sur le territoire Poitou-Charentes, le vote s'effectue au siège à La Rochelle. L'employeur doit-il payer des frais de déplacement pour les électeurs qui doivent se déplacer? Exemple, Poitiers-La Rochelle. Alors Poitiers-La Rochelle, c'est loin? On met 1h30. Ouais. J'ai pas le nombre de kilomètres. Après, dans ce cas-là, effectivement, vous pouvez toujours indemniser les salariés, mais peut-être que pour vous, la solution serait d'opter pour le vote par correspondance, en fait.
Pour ceux qui effectivement ils sont loin, la Parce que là, normalement, il y a possibilité une de voter. obligation légale de prendre en charge les frais de... Ben oui, là pour le coup, ce serait malvenu à mon avis de ne pas indemniser. Voilà. Clairement, pour pouvoir voter. Mais peut-être que dans ce cas-là, le mieux c'est le vote par C'est ce correspondance. pour les groupements d'employeurs, pour les groupements en effet, d'employeurs. où il y en a un périmètre assez large, et c'est vrai que ça qui sont semble mis la à- solution pour gérer notamment tous ces frais que ça peut engendrer. Tous les salariés qui sont mis à disposition d'adhérents qui sont un peu éloignés les uns des autres et qui du coup ne sont pas proches du siège social. Moi, la plupart du temps, je mets quand même si effectivement ce vote par correspondance, c'est un dispositif qui est un peu plus lourd, etc. En tout cas, ça laisse la possibilité à ceux qui ne sont pas sur place au siège de pouvoir voter tout de même et par la même occasion, même ceux dont le contrat de travail est suspendu, ils vont pouvoir de la même manière profiter de ce vote par correspondance. Muriel Joux, c'est la question qui a été posée que vous ne trouviez pas. Je ne sais plus laquelle, du coup. Qu'est-ce que peut-on faire? Je pense que c'est la question de Véronique. C'est ça, oui, merci. Merci, oui, voilà. Donc, et après, il y a Charantine. Non, c'est bon. Peut-on faire l'élection par correspondance? Donc oui, pour un groupement d'employeurs, et c'est même, dans la mesure possible. On en a parlé au même moment où. Mais c'est conseillé. Ouais. Les grands esprits se sont rencontrés. Non, parfait, ouais. Parfait. J'ai noté les 3 questions. On va donner des confirmations. D'autres questions? N'hésitez pas. Sur le fait d'être éligible ou électeur. C'est bon, continuer. Je déroule? Oui. Alors ensuite. Non. Mais attendez. Non, c'est bon. Attendez, c'est que je suis. Oui, c'est que. Oui, c'est là, d'accord. On va se remettre. Alors attends, je vais remettre en bas. Excusez-nous. Hop, petit. On va remettre ça en bas pour voir les questions qui arrivent. C'est qu'il n'y a pas la souris. Voilà. Et là, on va passer au prochain. Voilà. Parfait. Donc, sur le dépôt des listes. Donc, la liste peut être déposée par un salarié qui sera mandaté par un syndicat ou par un délégué syndical. Elle doit être déposée après la conclusion du protocole d'accord préélectoral pour le premier tour et après le scrutin du premier tour pour le second tour. Donc, ce qui va de soi, vous allez négocier votre protocole préélectoral. D'ailleurs, dans votre protocole préélectoral, vous allez annoncer le calendrier des élections. Donc, jusqu'à quand on peut se présenter candidat. Toutes ces deadlines vont être précisées dans le protocole et notamment sur la liste des candidats jusqu'au 15 février à 15 mars à 14h. Dernier moment pour présenter les candidats. Voilà, donc pour le premier tour, c'est après le protocole préélectoral et pour le second tour, bien évidemment, c'est après le premier tour. Elle peut être déposée jusqu'au jour des élections, oui, mais dans l'absolu, à mon avis, dans le protocole préélectoral, ou même si l'employeur met en place unilatéralement les modalités d'organisation des élections, vous allez prévoir une date qui sera antérieure au premier tour ou au second tour. Et vous en aurez informé d'ailleurs vos personnels via des notes d'affichage pour dire vous avez jusqu'à telle date midi pour déposer les candidatures. Voilà, au moins ça permet de faire ceinture et bretelles et au moins il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de litige, on a fixé une date. Après, du coup, dans le cadre des groupements d'employeurs, parce que tu parles d'affichage obligatoire et c'est vrai que cet affichage, ils y ont pas forcément assez puisqu'ils ne passent pas au GE. Mais en tout cas, c'est la seule obligation. Après, s'il y a un site intranet, il y a la possibilité. Par mail, par courrier. Par mail, etc. Par tout moyen, en fait. Mais clairement, même si on se limite à l'affichage, à mon sens, ça peut être quand bien même tous les salariés. Ouais. D'accord. Ou du moins que seulement le personnel administratif a accès à cet affichage et les autres non, quoi. Mais bon, après dans un jeu on n'a pas intérêt de. Je pense que il faut diffuser. Pour les bonnes relations, il faut diffuser. Il faut diffuser l'information par tout moyen, donc effectivement par courriel, sur le site intranet, doublé d'un affichage. C'est possible. Non. Oui, mais à la limite par tout moyen. À partir du moment où on a la preuve qu'on a diffusé l'information, c'est bon, quoi. D'accord. Ensuite, étape 2, publicité des listes. Donc, afin d'assurer le bon déroulement des élections, les candidatures doivent être portées à la connaissance des électeurs. Voilà. Aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe de délai entre la publication des listes de candidats et le premier tour de scrutin.
ça peut être prévu par le protocole préélectoral. Donc là aussi, hein, voilà, on va fixer des dates sur le dépôt des listes, sur la publicité, mais rien n'est prévu en termes de délai. Des questions avant d'attaquer la campagne électorale? Notre affichage est physique et numérique. Eh bien, parfait. Ah oui, voilà. Comme Parfait, ça règle parfait. le souci. Ouais, c'est parfait. Des questions, n'hésitez pas. On va continuer. Alors, un point rapidement sur la campagne électorale, au moins pour que vous puissiez avoir les grandes lignes. Bien évidemment, on n'empêche pas les syndicats de faire de la propagande, hein. Ils peuvent utiliser donc les moyens dont ils disposent, que ce soit de se réunir, de diffuser des tracts. Voilà, il ne faut surtout pas entraver cette liberté dont ils disposent. Mais après, il ne faut pas non plus que les moyens de propagande se révèlent déloyaux, ou voilà, ou ça comporte, ou que ça révèle des comportements tendancieux, etc. La campagne électorale, je vous mets également, peut en théorie se poursuivre jusqu'au jour du scrutin. Toutefois, la diffusion de tracts le jour même ou la veille des élections est souvent litigieuse. Mais bon, l'idée, c'est de toute façon, c'est que effectivement la campagne électorale se poursuit jusqu'au jour des votes. L'employeur donc ne doit prendre aucune initiative qui puisse entraver la liberté du vote. Par exemple, l'employeur ne peut pas faire distribuer le jour du scrutin des tracts qui s'élèvent contre l'attitude d'un syndicat, etc. Enfin, faire signer des attestations de non-candidature à tous les candidats présentés par un syndicat. Après, c'est du bon sens. Oui. C'est du bon sens. Ensuite, le déroulement des scrutins. Alors, les élections, donc soit effectivement on a négocié avec nos syndicats et on a déterminé une date de premier tour et de second tour. Logiquement, on fait en sorte que les élections donc se déroulent pendant le temps de travail, au lieu et au temps du travail. Voilà, mais c'est pas une obligation, effectivement. Vous pouvez choisir. Ce qui peut être assez compliqué aussi au sein d'un groupement, vu qu'on est tributaire des adhérents et voilà, peut-être que c'est plus évident de le faire en dehors du temps de travail et d'indemniser les salariés. Peut-être, et sans rejet de frais, ou, comme on disait, de passer par voie... par le vote par correspondance. Qui paraît assez pertinent au sein d'un groupement d'employeurs. Tout à fait. Donc sur le déroulement des scrutins, l'employeur doit mettre à la disposition des électeurs les moyens matériels nécessaires pour leur permettre de voter. Donc on suit un peu le code électoral, comme toute élection. Bien évidemment, il faut anticiper, il faudra prévoir donc les bulletins de vote, les enveloppes, les urnes, isoloir. Alors isoloir, la jurisprudence a défini. On n'est pas obligé d'avoir un isoloir, hein. C'est-à-dire que si vous avez un bureau qui assure le secret du vote, l'anonymat, etc., c'est considéré comme valide en fait, hein. Les listes d'émargement qui constatent le vote de chaque électeur par sa signature, voilà, ça se déroule comme les élections politiques, hein, en fait, hein. C'est exactement pareil. C'est le même process. C'est le même process. Avez-vous des questions? Alors, en cas de vote par correspondance, quels repères prend-on pour valider les votes? Alors, justement, je vais en parler, puis après je réponds à votre question, puisque là, on va aborder... Ah ben non. Ah pardon. Alors attendez, j'ai été un peu trop vite. Le bureau de vote... Le bureau de vote, donc il est constitué, alors souvent c'est le plus jeune et le plus âgé, voilà, qui constitue le bureau de vote. Mais là aussi, vous faites un peu ce que vous voulez, hein, sinon il n'y a pas de souci, il n'y a pas de règle en la matière. Les urnes doivent-elles être officielles, transparentes, etc. Non, vous pouvez opter pour des boîtes de carton. Voilà, non, souvent la question m'est posée, mais ouais, voilà. L'idée, non, pas forcément. Enfin, à partir du moment où c'est plutôt, c'est bien réglementé, etc., ça peut être un simple carton, il n'y a pas de souci, quoi. Alors, sur justement le vote... Ouais, ça va permettre de répondre à chaque emploi.
Le vote par correspondance, donc là, effectivement, vous choisissez de le mettre en place parce que vous l'avez décidé avec vos syndicats ou après de manière unilatérale, vous décidez d'opter pour le vote par correspondance parce qu'effectivement, dans le cadre d'un GE, il peut être en tout cas opportun d'y recourir. Et parfois, effectivement, je le mettais, mais le vote par correspondance est prévu par la convention collective. Et donc, dans ce cas-là, l'employeur a effectivement l'obligation de l'organiser et d'en aviser les salariés absents. Après, il doit y avoir peu de conventions collectives à l'heure actuelle. Moi, j'en ai jamais vu, à ma connaissance. Mais en tout cas, il faut effectivement quand même vérifier ce point-là parce que la convention collective peut effectivement rendre obligatoire le vote par correspondance. Le vote par correspondance donc peut concerner les salariés qui, en raison de leur situation, ont des difficultés pour venir au sein du groupement, ce qui peut être donc votre cas, ou même ceux qui sont en arrêt maladie et autres. Voilà, ça peut être. Il faut pas mettre le vote par correspondance. Faut pas le mettre en place uniquement parce que vous avez 3 personnes en arrêt maladie et une personne en congé maternité. C'est pas l'idée. L'idée, c'est que voilà, effectivement, dans le cadre d'un GE où les salariés ne peuvent pas se rendre au siège ou en tout cas c'est éloigné. En termes d'organisation, c'est compliqué. Là, c'est propice. L'organisation du vote par correspondance, alors là aussi, il faut anticiper puisqu'il va falloir faire parvenir aux salariés qui sont donc loin du siège tous les bulletins de vote, les enveloppes. Voilà, il y a tout un kit un peu électoral qui est mis en place puisqu'il vous faut une grande enveloppe où il faut bien mettre le nom, prénom de celui qui vote derrière. Il devra signer dans cette grande enveloppe, il devra joindre dans une enveloppe les bulletins, donc le bulletin qu'il aura choisi puisque c'est par liste. Donc, soit le collège ouvrier pour les titulaires, les suppléants, donc il y aura des couleurs différentes, etc. Donc ça, voilà, il faut garantir le secret du vote de la même façon que pour ceux qui votent sur place. Et dans le cas de la mise en place du vote par correspondance, l'employeur doit au préalable ouvrir une boîte postale. Donc, ce soit pour garantir le secret du vote, etc. Donc, il y aura une boîte postale spécifique dédiée au vote par correspondance et on relèvera cette boîte qu'au moment où tout est avant la clôture justement du scrutin, etc. Et on défait la grande enveloppe, etc. pour mettre les bulletins dans l'urne pour ensuite dépouiller. Voilà, enfin, c'est très réglementé. Mais là aussi, normalement, le protocole, on prévoit tout ça dans le protocole d'accord préélectoral ou tout du moins, ces étapes-là sont retranscrites et si on négocie pas de protocole préélectoral, de toute façon, on prévoit une petite note d'information à nos salariés qui sont loin pour bien leur expliquer les différentes étapes, de bien prendre tel bulletin, de bien le mettre dans telle enveloppe, ensuite de mettre dans la grande enveloppe, de pas oublier de mettre son nom, prénom et de bien signer, etc. Voilà. En cas de vote par correspondance, quel repère prend-on pour valider les votes? Alors j'avoue, disons que je ne comprends pas vraiment la question, mais j'imagine que vous souhaitez peut-être la reformuler. Des précisions. De toute manière, c'est comme tu dis, tout est dans ce cadre-là, dans le procès préélectoral, tout est défini. Oui, tout est défini. Si on décide de mettre en place le vote par correspondance, toutes les étapes clés, tout le process doit être retranscrit via Imaginons sur cette fameuse grande enveloppe dans laquelle on devra mettre nos petites enveloppes et dans nos enveloppes contiennent justement les fameux bulletins. Si dans notre grande enveloppe, on ne signe pas, on ne met pas le nom, prénom, on ne la prendra pas en compte en fait, cette grande enveloppe. De la même façon que celui qui vient voter et s'il ne les marge pas, tu vois, il faut vraiment qu'on s'assure vraiment de la régularité de toutes les étapes. De toutes les étapes, oui. Alors, des questions sur justement le vote par correspondance? Il y en a une qui va, Charentine d'emploi, je pense, va apporter des précisions à sa question. Ah oui. De fonctionnement, c'est ça? Oui. Et 4 dirigeants et 2e tour volontaire. Oui. Alors, si le bulletin arrive après le jour et heure du scrutin, problème d'acheminement. Je pense qu'on ne prend pas en compte du coup.
Parce que forcément, on va procéder au dépouillement, etc. Donc, je pense qu'on ne prend pas en compte du coup l'enveloppe. Oui, parce que c'est le jour J qui... Ouais. On pourra le confirmer. D'autres questions? Je déroule. Oui. Alors, en parallèle du vote par correspondance, puisque ça se pratique de plus en plus, le vote électronique. Donc là aussi, on peut opter pour le vote électronique, mais à condition de négocier un accord d'entreprise ou de groupe. Ce n'est qu'à défaut d'accord, si jamais on n'est pas parvenu à la conclusion d'un accord d'entreprise, que l'employeur pourra le mettre en place de manière unilatérale. Donc là aussi, pas d'inquiétude. La plupart du temps, pour ce vote électronique, on est quand même accompagné par un prestataire extérieur qui le met en place pour justement garantir. Oui, parce que là, c'est obligatoire de faire intervenir un prestataire. Ah bah là, il y a tout un tas de clauses confidentielles qu'il faut respecter. Donc, on ne peut pas mettre ça en place sans passer par un prestataire extérieur. Ouais, non. Et on le décide un peu en amont parce qu'on devra le faire figurer donc, dans le protocole d'accord préélectoral, comme quoi justement on a recours au vote électronique et mettre une petite annexe voilà, en précisant comment ça va se passer. Tout ça, ça s'anticipe en amont. Ouais, tout à fait. Donc sur la préparation du vote, donc de la même manière, les listes électorales sont établies par l'employeur. Le contrôle de la conformité des listes importées sur le système de vote électronique aux listes électorales est transmise et effectuée sous la responsabilité de l'employeur. Chaque salarié doit disposer d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales, forcément, sur tous les codes qui peuvent être transmis, etc. Enfin, c'est hyper réglementé. Elle peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance, peu importe. Se déroule pour chaque tour donc, pendant une période délimitée. Donc là aussi, on vous donne, du coup, on vous communique les heures d'ouverture et de fermeture pour justement procéder au vote. Voilà, mais tout ça, c'est assez réglementé. C'est un peu usine à gaz. Tu as déjà suivi de manière dématérialisée? Non, on l'a fait là récemment parce que on n'est pas parvenu à un accord, mais donc du coup, on l'a mis en place de manière unilatérale, donc avec toute une notice d'information, etc. Mais c'est le prestataire extérieur surtout qui garantit la bonne exécution des votes. Et en termes de coût, tu as une idée de... Non, aucune idée. Faudrait savoir exactement. Là aussi, bon, rapidement, mais sur le déroulement, c'est pareil, on s'authentifie. Enfin voilà, il y a toutes les mesures de sécurité qui sont mises en œuvre. Et pour le dépouillement, donc dès la clôture du scrutin, le contenu de l'urne, les listes d'émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés. On ne touche plus à rien et on dépouille après de la même façon. C'est dématérialisé, mais c'est exactement la même chose pour ce qui concerne ensuite le dépouillement et le décompte des suffrages, etc. Je vous ai mis une petite slide aussi sur les garanties de sécurité et de confidentialité. Donc effectivement, l'employeur doit mettre en place une cellule d'assistance technique, etc., pour vérifier que tout se déroule correctement. Tout est géré donc par le système informatique. Mais c'est exactement la même chose en fait. Des questions? Oui. N'hésitez pas. On va poursuivre. Alors, sur le résultat des élections, on passe, en tout cas pour le premier tour, il faut effectivement atteindre donc, le quorum. Donc on entend par quorum, c'est lorsque le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits. Donc là, ça signifie que du coup, on passe directement en fait, au second tour. À partir du moment où le quorum n'est pas atteint,
on passe à un second tour. Pour autant, on procède quand même au dépouillement parce que le premier tour, c'est important et notamment après pour tout ce qui concerne la représentativité des syndicats. C'est pour ça qu'il faut quand même procéder au dépouillement, quand bien même. Ensuite, on va décompter les suffrages valablement exprimés. Donc, suffrages valablement exprimés, ce sont les votes auxquels on va retrancher le nombre de bulletins blancs ou de bulletins nuls. Sont nuls donc les bulletins qui désignent une personne qui n'est pas candidate. Une enveloppe, donc quand on fait un panachage aussi, une enveloppe voilà, où il y a 2 bulletins. Les bulletins qui comportent un signe de reconnaissance, etc. Voilà, on décompte le nombre de suffrages valablement exprimés dans chaque collège pour les titulaires et les suppléants. Donc, ensuite, alors c'est un peu compliqué comme ça, mais c'est vrai que c'est ce que je disais à Céline avant de débuter. Vous devez connaître et on vous les communiquera. Ce sont les formulaires CERFA. Donc on a un formulaire CERFA donc pour tout ce qui concerne les élections donc du CSE, notamment membres titulaires et membres suppléants. Et c'est extrêmement simple en définitive parce que tout vous est expliqué avec une notice explicative aussi. C'est extrêmement bien fait et donc à chaque fois on calcule effectivement le quotient électoral, etc., le nombre de voix qui sont recueillies par chaque liste, ce qui permet donc d'attribuer les sièges. Tout est vraiment expliqué. Donc c'est pour ça que là, après je pourrais rentrer dans le détail si vous le souhaitez via vos questions, etc. Alors s'il y a un siège et plusieurs antennes disséminées géographiquement, peut-on organiser des élections dans chaque antenne? Le mieux, c'est d'organiser le vote par correspondance, en fait. Parce qu'après, c'est compliqué, parce que du coup, dans chaque antenne, ça va supposer d'organiser des votes, mais du coup, parce qu'il faut fonctionner par justement ce fameux CERFA, en fait, que j'ai là, d'ailleurs. On vous le communiquera dans le mail de remerciement, on le mettra... Vous y avez accès sur toutes les plateformes du ministère, etc. Mais ce CERFA, et là où c'est compliqué, justement, quand vous avez plusieurs antennes, c'est qu'il va falloir en fait regrouper tous vos résultats via c'est une usine à gaz pour le coup. Enfin, moi, pour l'avoir fait, c'est un peu compliqué. Donc, ce que je préconise, c'est le vote par correspondance, clairement. C'est au siège que ça se passe. Ceux qui peuvent voter, ils viennent voter. Et ensuite, c'est le vote par correspondance. Parce qu'après, c'est trop compliqué pour réunir les résultats, etc. Et on les enverra, même si en effet dans les espaces, sur les sites du ministère, on peut les retrouver, mais je les mettrai dans le mail de remerciement, comme ça. Alors, je vous avais mis d'autres slides sur justement le résultat et le dépouillement. Donc, on va dépouiller. On regarde forcément s'il y a eu beaucoup de ratures ou pas. Si le nombre est inférieur à 10%, c'est pas grave. On garde quand même le candidat. Et la désignation des élus donc, se fait en fonction du nombre de voix qui est obtenu, bien évidemment, par chaque candidat. Il y a un second tour, on l'a dit, lorsqu'on n'a pas, soit parce qu'effectivement le quorum n'est pas atteint, soit parce que tous les sièges n'ont pas été pourvus, ou parce qu'on n'a pas eu suffisamment de candidatures, tout simplement. On organisera le second tour dans un délai de 15 jours, donc après le premier tour. En principe, c'est vraiment 15 jours, max. Et à l'issue du second tour, soit effectivement on a des candidats et donc le CSE est mis en place, ou soit, évidemment, si on n'a toujours pas de candidat, l'employeur donc devra établir un procès-verbal de carence. Et c'est ce qui vous permet, en tout cas, c'est la preuve que vous avez respecté vos obligations en matière donc de représentation du personnel. On va conserver précieusement. Voilà. La communication des résultats, donc on va effectivement dresser et signer le procès verbal avant de proclamer les résultats. Les résultats seront proclamés par donc le bureau de vote et on va indiquer donc nominativement les élus avec le nombre de voix obtenues. Et on devra transmettre le procès verbal dans les 15 jours en 2 exemplaires à l'inspection du travail. Donc pareil, dans la configuration d'un groupement, par rapport à cet affichage, c'est pareil, on peut communiquer ces informations par mail par rapport aux personnes qui ont été... Ah oui, oui, ça peut être affiché ou ça peut être effectivement communiqué sur le site intranet ou
ou envoyer par mail, bien évidemment. Des questions? N'hésitez pas. Des questions? Alors j'en ai fini d'ailleurs avec, on a fait le tour de la question. Donc bien évidemment, comme j'indiquais, n'hésitez pas si vous avez besoin d'autres précisions à nous poser tout ça en aparté. Des réponses seront apportées, des compléments de réponses seront apportés donc dans le mail de remerciement. En tout cas, merci à vous tous pour votre présence. Merci à Lorraine aussi de s'être rendue disponible pour animer cette réunion thématique sur les élections professionnelles. Voilà, en tout cas, on vous souhaite une très très bonne journée. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à revenir vers le CRGE si besoin. Et on vous envoie très rapidement ce mail de remerciement avec les précisions. Et bien sûr, le support que vous avez pu voir défiler sera bien évidemment mis en ligne dans notre espace intranet. Hein. Donc voilà, merci beaucoup à tous et puis à très très bientôt. Merci à vous. J'espère que vous avez désormais les grandes étapes du process électoral et que j'espère que vous allez mettre en place le CSE dans de bonnes conditions. Et puis on revient effectivement vers vous sur les petites questions avec les précisions, en espérant que cela a été clair. En tout cas, moi, ça a été un plaisir, en tout cas de faire cette petite réunion thématique, même si c'est un peu déstabilisant finalement. Le format est nouveau. De ne pas vous avoir vraiment en face, mais voilà, c'est une première. C'est une première et j'en suis ravie. Donc merci au CRGE de m'y avoir convié. Voilà, bonne journée à tous et peut-être à bientôt sur d'autres thèmes. Voilà. Au revoir à tous, à bientôt.